Hystériquement Vôtre, un podcast produit par Autant Tenté, imaginé, écrit et présenté par Léa Diane et Antea Pétel. Les podcasts des artistes en feu. Femmes cis, trans et non-binaires qui en ont marre de la fermer. 2 podcasts en un qui partagent des histoires passées et contemporaines d'artistes, de leurs inspirations à leurs expirations créatives. Une série d'épisodes qui vous emmènera dans un monde de femmes cis, femmes trans et de non-binaires, inspirées et inspirantes et qui vous ouvrira les portes de leurs pensées, leurs motivations et leurs secrets d'artistes. Bonjour, bonsoir à tous. Êtes-vous à l'aise, assise dans votre voiture ou en train de faire votre sac pour le week-end ? Ou bien êtes-vous peut-être en train de nous écouter pendant que vous essayez une énième fois de vous couper la frange avec les ciseaux de cuisine ? Alors pose cette arme, Billy Bob. T'iras t'acheter des vrais ciseaux de coiffure après avoir vu ce 56e tuto de YouTube, parce que celui-là t'apprend à faire des dégradés en mode carré plongeant, mais sans trop faire Karine, secrétaire de direction. En tout cas, bienvenue dans cet épisode un peu spécial d'Hystériquement Vôtre. Mais alors pourquoi un peu spécial ? Eh bien, tout d'abord parce que je suis un peu youtubeuse dans l'âme, et surtout que je reçois celle sans qui ce podcast ne serait qu'une idée boiteuse, celle avec qui j'explose mes records de nombre d'heures passées au téléphone, celle qui est toujours disponible pour améliorer, compléter et magnifier les idées des autres. Je vous présente la superbe co-autrice et fondatrice de ce merveilleux podcast, Antea Pétel. Une artiste aux nombreuses cordes, elle est militante, artiviste, directrice artistique et bien d'autres. Elle vous en parlera plus en détail durant cet épisode. Épisode dans lequel nous vous parlerons d'inspiration, de travail d'artiste, d'organisation entrepreneuriale, de conseils pour ne jamais lâcher vos rêves et plein d'autres doux sujets inspirants et faisant réfléchir. Alors, voici Hystériquement Vôtre. Sachez que les 2 parties du podcast ont été pensées pour être écoutées indépendamment l'une de l'autre et dans l'ordre qui vous convient. Allez fouiner, farfouiller dans les thèmes qui vous parlent et qui vous touchent. Et faites-nous en part sur nos réseaux sociaux, on sera ravis d'en parler avec vous. Alors Antea, pour commencer ce premier podcast, oulala, et après ce saussage d'introduction, j'aimerais te poser la première question, toute première question. C'est comment est-ce que tu trouves ta voix, ta place ? Comment est-ce que tu trouves ta légitimité à faire de l'art ? Donc c'est 2 questions un peu en une, mais tu peux y répondre individuellement. Comment est-ce que tu trouves ta place en tant qu'artiste ? Comment est-ce que je trouve ma place ? En fait, ce qui est cool, c'est que pendant mes années d'études aux Beaux-Arts, j'avais pas mal le sentiment de l'imposteur, je sais plus comment on dit, le truc de l'imposteur, quoi. Le syndrome de l'imposteur, exactement. Mais à partir du moment où j'ai quitté du coup l'école d'art pour ensuite aller à la fac, parce que j'ai fait un master à la fac, en fait, à partir de là, j'étais plus du tout entourée de gens artistiques. Et en fait, en plus de ça, j'ai déménagé dans un autre pays, donc j'ai changé de pays, j'ai changé de cercle d'amis, j'ai un peu tout changé. Et en fait, dans mon nouveau cercle, j'ai mis du temps avant de retrouver des artistes, en fait. Donc, au final, j'étais un peu la seule. Donc, ma place s'est dessinée toute seule, en fait, d'une certaine façon. Où je l'ai trouvée parce que, au final, dans mon groupe d'amis, il y avait personne d'autre qui faisait ça. Et en fait, quand je suis partie, ça a aussi coïncidé avec le fait que j'ai commencé à faire de l'activisme climatique. Du militantisme, je sais pas, en français, il y a plusieurs termes, mais en anglais, ça s'appelle l'activisme. De l'activisme climatique. Et en fait, en faisant et en participant à des actions, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient justement de la fac. De la fac ou des ingés ou des gens de sciences humaines, en sciences politiques, tout ce genre de trucs, mais du coup il y avait très peu d'artistes. Et en fait du coup il y avait beaucoup de besoins en fait de travail artistique ou créatif en fait. C'est surtout ça, c'était plus par besoin de devoir faire des visuels, de devoir faire des éléments plus ou moins artistiques. Et en fait de ça j'ai redéveppé une nouvelle pratique en fait qui était totalement déconnectée, parce que pendant un moment j'ai plus du tout fait de trucs artistiques vu que j'étais à la fac et j'étais un peu saoulée du monde de l'art et tout ça.
Et en fait, très naturellement, je suis retournée là-dedans, mais surtout parce que c'est peut-être un peu arrogant dit comme ça, mais on avait besoin de moi pour ça. Mais surtout parce que en soi, je sais maîtriser Photoshop, InDesign. Enfin, on avait surtout besoin de visuels et de choses comme ça. Donc en fait, j'ai un peu pris cette place-là petit à petit. Et, et en faisant en fait de l'activisme et en travaillant sur pas mal de trucs, je me suis rendu compte que c'était compliqué d'accès, qu'il y avait pas mal... Ouais, c'était assez compliqué d'accès. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer un workshop d'artivisme pour faire de la performance et ce genre de choses. Et en fait, du coup, j'ai trouvé ma place parce qu'il n'y avait pas grand monde d'autres qui faisaient ça. Et que pour moi, encore une fois, c'était intuitif. Et donc voilà, donc comment est-ce que je trouve ma place c'est surtout que je la prends, je dirais. Et en fait, comme on vit dans une société du spectacle aussi, en fait, il y a vraiment besoin tout le temps. Bon, c'est très capitaliste ce que je dis, enfin très relié au monde du capitalisme ce que je dis, parce que tout est une histoire de spectacle en fait. Et donc, d'une certaine façon, j'y suis connectée. Maintenant, j'ai envie, en fait, d'utiliser... En fait, ma place, c'est d'utiliser ce truc-là du spectacle, mais à d'autres fins que des fins purement... que pour vendre des produits, quoi. En fait, comment est-ce qu'on peut utiliser... Comment est-ce qu'on peut venir jouer avec ce truc-là Dans tous les cas, on est né, on a grandi dans un monde du spectacle, dans un monde de l'image. Alors, évidemment, à terme, ce serait cool de s'en séparer, mais d'ici à ce qu'on arrive à des termes plus intéressants, je pense que ça peut être un outil assez intéressant, et notamment pour venir discuter avec les gens, toucher les gens, et notamment par rapport aux causes de justice sociale, en fait, de venir, au lieu d'utiliser des termes très compliqués des fois, ou en tout cas... très niche, ou des termes où il faut passer beaucoup de temps pour apprendre et tout ça, en fait, on peut venir utiliser différentes installations artistiques ou différents moyens artistiques qui permettent de venir, en fait, créer des récits qui viennent toucher le cœur des gens différemment, en fait. Et du coup, ma place, elle est là, en fait. Elle est d'essayer de venir jouer avec cette corde sensible, on va dire, pour participer... à la société, on va dire. Mais du coup, ma place, je la prends, quoi. Ok. Trouver ta place, pour toi, c'est répondre à un besoin qui est là, ou en tout cas, le trouver, le besoin, ce besoin que les gens ont, qui ne savent peut-être pas encore, mais toi, t'arrives dans leur vie en disant « Tu as besoin de moi. Tu ne le sais pas, mais tu as besoin de moi. » Tu ne le sais pas encore, mais tu as besoin de moi. Ouais, c'est presque arrogant, peut-être dit comme ça, mais c'est vrai que ma place, elle se situe justement là où moi, ma perception du monde me voir des problèmes, ou disons des choses que moi et d'autres, on peut trouver problématiques. Et du coup, moi, je me mets un petit peu dans ces fissures-là, et j'essaye de reboucher un petit peu, soit de les pousser, de les élargir encore plus, soit de les reboucher, tout dépend aux besoins, quoi. Ok, du coup, ça fait lien avec la deuxième question qui était comment tu trouves ta légitimité à faire de l'art. Est-ce que tu as une autre réponse à apporter, ou est-ce que... moi, j'entends que tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que tu veux compléter tout ça ? Cette question de légitimité, en fait, elle s'impose pas trop à moi, parce que, en fait, déjà de base, quand tu dis à ton entourage, hey, je suis une artiste, et en plus, je suis pas, comment dire, l'art que je fais, disons, je suis pas forcément très intéressée d'aller bosser dans des studios parisiens ou ce genre de trucs. Du coup, en fait, déjà, pas grand monde comprend ce que je fais. Donc en fait, si j'attends d'avoir une légitimité de le faire, je pense que je le ferai pas du tout, en fait. Du coup, c'est vrai que du coup, ça me fait réfléchir que peut-être qu'il faudrait que je me pose plus de questions sur la légitimité de ce que je fais, mais je dirais que, en fait, dans tous les cas, ma perception des choses est ma propre limite. Donc en fait, ma légitimité s'étend tout simplement sur le fait que
ouais, j'ai envie de faire des choses, que je les fais, que je propose ma lecture du monde au travers de mes projets. Et puis en fait, bah voilà, en fait, je fais des choses, les gens que ça n'intéresse pas ou que ça intéresse pas, bah au final, c'est pas forcément à eux que je parle. Donc en fait, donc c'est pour ça, en fait, ma légitimité, elle est relative à ma perception de ce que je fais, en fait, je dirais. Et à ta place aussi dans Et à le ma social place, dans lequel t'es. C'est ça. Et puis, j'ai des personnes autour de moi qui sont un peu mes garde-fous aussi. Et donc, en fait, bah, si ces personnes commencent à venir me dire ah tiens, c'est marrant, là, tu dévies un peu. Ah tiens, là, j'ai pas compris ce que t'as fait. Ou ah, bah, de toute façon, là, tu pars dans tes délires. Enfin, tu vois, j'ai aussi les gens autour de moi à qui je fais... Enfin, les personnes de confiance, on va dire, dont je m'entoure. Ou, enfin, comment les personnes que j'estime, ou du moins, comment dire, les personnes que j'écoute habituellement, si elles commencent à me dire des choses qui me font me dire, peut-être que, en fait, c'est une légitimité par rapport à moi-même et par rapport aux autres et en fonction de comment on évolue ensemble, en fait. Donc j'ai toujours des gens aussi, ma famille, mes amis, mes collègues, qui sont aussi tous des amis. Bah, si eux, ils commencent tous à me dire t'es sûr que t'as pas ouvert ta gueule trop vite? Moi, je vais dire ah, peut-être. Et du coup, bah, ça va venir. Ok. Donc c'est qui tu décides d'écouter et à qui plutôt que de toi trouver ta légitimité. Et c'est parce que si tu la cherches tout le temps, tu n'arriveras à rien de bien sain. Plutôt que d'aller dans ce sens-là, toi, c'est plutôt qui autour de moi a la légitimité de me dire que je fais de la merde ou pas. Donc c'est intéressant. C'est cette vision-là de qui j'ai choisi pour avoir un avis et qui j'écoute. Bah, disons qu'à l'heure actuelle, tu vois, par exemple, au Beaux-Arts, on nous a beaucoup fait travailler dans le sens où, enfin, la perspective, c'était d'aller bosser soit dans l'industriel, soit dans le luxe et tout. Et en fait, aujourd'hui, je me suis quand même... j'essaye de me détacher de ces choses-là. Bon, après, il y a des choses qui restent encore élitistes dans mon travail, mais disons que, ouais, tout dépend qui vient me faire un retour, en fait. Si j'ai pas demandé pour ce retour, ou si ce retour, il me vient de quelqu'un qui est pas du tout de mon milieu, parce que le milieu artistique, c'est comme tout, hein, c'est très... c'est très très large en fait, il y a des métiers d'art. Du coup, tout dépend en fait de qui j'ai des retours du milieu en fait, dans mes collègues. Si ouais, voilà. Ok, chouette. C'est hyper intéressant. Il faut que je trouve un autre mot vraiment, mais c'est vraiment chouette. Et ça pose plein de questions qui sont légitimes en fait, auxquelles j'avais pas pensé, mais qui sont de l'ordre de qui tu choisis pour t'entourer et à qui tu donnes le pouvoir d'avoir des idées sur toi et sur ton travail et de pouvoir même les modifier, de pouvoir même modifier ton travail au fur et à mesure des réflexions, des critiques constructives, etc. Qui tu choisis dans ton groupe proche de toi pour leur faire confiance, parce que tu leur fais des retours sur leur travail, eux te font des retours, et c'est un vrai échange. C'est un vrai échange d'artistes qui veulent faire des trucs de leurs 10 doigts et qui se boostent les uns les autres, c'est trop chouette. Ouais, grave. Et puis du coup, en fait, ça vient enlever aussi un peu ce truc-là de prendre les choses personnellement ou de se sentir attaqué. Parce que si tu sais que les personnes te disent quelque chose alors que tu connais ta relation avec cette personne, et si cette personne vient te dire « Ah là, tu vois, sur tel point, je pense que t'aurais pu faire autrement » ou ah tiens, là, tu m'avais dit ça, mais en fait, t'as fait ça. En fait, oui, c'est dit avec beaucoup d'amour et beaucoup de volonté que ça se passe bien. C'est ça, c'est bienveillant, en fait. C'est ça, c'est bien. En fait, quand tu sais que t'as de la bienveillance, bah, du coup, tu peux aussi totalement écarter la partie oh mon Dieu, mais ça se trouve, cette personne a jugé tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, machin et tout. Non, en fait, genre, la personne te donne juste un conseil. Et pareil, t'as la relativité de ta propre perception, c'est-à-dire, bah, c'est toi qui décides à quelle mesure tu vas écouter ce que la personne te dit. C'est-à-dire que si toi, demain, tu viens me faire un retour en me disant ça, je sais pas, ça me touche pas ou quoi, bah, il y a plusieurs attitudes à ça. Soit je peux te dire non, mais t'as rien compris, nanana. Soit je peux me dire
Ouais, alors effectivement, elle a pas compris, mais en fait, j'aime bien quand même cette idée. Du coup, c'est quand même à voir. Je peux peut-être lui demander qu'est-ce qu'elle a pas compris, qu'est-ce que j'aurais pu faire de façon plus claire. Enfin, donc en fait, ça crée une conversation tout de suite. Et après, c'est toi qui décides ce que tu prends. Donc, Oui, il y a toujours du bon à prendre, effectivement. c'est ça. Donc, je pense à partir du moment où j'apprécie, enfin, j'aime pas utiliser le terme d'admiration, mais c'est ça en fait. Moi, ma légitimité, elle vient du fait que je suis hyper inspirée par les gens autour de moi et je me dis, ah oui, il y a ça aussi que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, en fait, ma légitimité, elle l'est aussi que s'il y a des gens qui ont envie de travailler avec moi, bah, moi, ça va, en fait. Tu vois, je suis légitime de travailler avec ces personnes-là. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas envie de travailler avec moi, bon, bah, que je sois légitime ou pas pour eux, bah, d'une certaine façon, je le suis pas parce que du coup, ils n'ont pas décidé de travailler avec moi. Mais les personnes qui ont décidé de venir travailler avec moi, personne les a forcés d'une certaine façon, vu je travaille en indépendante. Donc en fait, si tu viens travailler avec moi, c'est que tu m'as choisi d'une certaine façon, hein, sans être dans un délire en mode... voilà, mais si t'as voulu travailler avec moi, c'est que toi aussi t'as décidé de ton côté que t'avais envie que je t'apporte des choses. Toutes relatives, encore une fois, à ce que tu veux. Mais enfin voilà, du coup, on on s'interlégitime d'une certaine façon. Et comme tu disais, le collectif, en fait. Le fait de faire des choses ensemble, groupe, bah, ça te donne la légitimité juste parce que tu fais partie d'un groupe et qu'il y a un autre groupe que toi, t'as défini, en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a... on a beaucoup d'envie au début dans notre vie d'artiste en se disant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais faut surtout se rappeler qu'on fait rien seul, finalement. Et que même quand les gens ont l'impression qu'on a fait quelque chose seul, c'est qu'on leur ment, on vous ment. Ah mais c'est ça, mais clairement. Il y a forcément même les parents qui sont derrière, qui ont fait des retours et qui ont relu les tournures de phrases, mettons, ou des copains qui disent ah non, cette lumière t'aurais peut-être pas dû l'utiliser ici ou quoi. Il y a toujours du bon à prendre des autres, même si il faut remettre de côté la fierté et oui mais quand même j'ai travaillé dessus, donc tu peux pas tout remettre en cause, voilà, t'es pas dans ma tête donc tu peux pas me comprendre. Ça, je pense qu'il faut effectivement le laisser de côté pour laisser place à qu'est-ce que toi, avec tes connaissances, avec ton expérience, avec ta vie, qu'est-ce que toi tu peux tu ressens quand tu vois ça, quand tu vois mon œuvre, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait à la place. Mais ça veut pas dire qu'on est obligé de prendre tout ce que la personne dit, ça veut juste dire qu'il y a un échange intéressant et qu'il y a une connexion qui se crée et que du coup par la suite tu captes ou tu captes pas, mais quelque chose qui s'est créé quand même de cette conversation, quoi. Puis pour donner un exemple hyper concret, tu vois, c'est comme tu m'as fait relire l'autre jour un contenu exclusif et secret pour l'instant, un projet secret. Et c'est ce que tu me disais, tu vois, c'est que t'as envoyé ça à 3 personnes qui t'ont fait 3 retours totalement différents, mais pas des retours différents en termes de c'était bien, c'était pas bien. Juste avec des sensibilités complètement différentes par rapport à ton texte et qui du coup ont fait que, en fait, on sait pas même nous marcher dessus dans notre feedback qu'on t'a donné. En fait, on t'a donné 3 trucs totalement distincts. Et du coup, il y a aussi cette question-là de se dire, mais en fait, moi, je suis légitime parce que si tu viens me poser une question, tu viens me la poser à moi. Donc, en fait, toi aussi, tu sais que tu viens me demander ça à moi. Donc, tu connais mes biais, surtout que comme on est proches et tout ça, bah, tu connais mes biais. Donc, en fait, je me dis, si toi, déjà, tu viens prendre la décision de venir me demander à moi, sachant que tu sais d'où je viens, tu vois un peu mes schémas de pensée et tout ça, bah du coup, c'est toi qui a décidé de venir me demander ça. Donc en fait, toi, tu savais à qui tu demandais, donc tu peux prendre aussi à la mesure de ce que tu veux par rapport à cette personne. Et bah moi, je t'ai donné ce que j'avais à te donner, mais qui est aussi relatif à ce que je pense, à mon histoire, à moi, à mon passé, mon présent, mon futur, enfin tous ces trucs-là. Donc en fait, la légitimité, pour moi, c'est pas un truc global en fait, c'est un truc qui se fait de façon ponctuelle avec les gens avec qui tu travailles et ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que on en revient au syndrome de l'imposteur où il y a toujours cette petite voix de ah mais quelqu'un d'autre l'a fait mieux que moi. Non, parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait.
Donc, d'un même texte, tu peux les faire lire, venons au théâtre, par exemple, un même texte, un même monologue, tu peux le faire lire à Belmondo, à Jean Gabin et à Galabru, ça ne sera pas du tout les mêmes choses. Et les trois ont des légitimités à être là, à faire ce qu'ils font, et ils étaient excellents. Voilà, donc c'est des... Et encore plus, tu peux le donner à... Si tu le donnes à Marina Foïs, si tu le donnes à Lou Howard, si tu le donnes... Enfin, tu vois, genre si... oui, clairement. Tout le monde a une relais... En fait, on a tous une lecture... J'aime bien... Enfin, il y a un bouquin que j'ai lu qui s'appelle Les portes de la perception, et qui dit ça, justement, en fait, qui vient nous mettre face à notre propre perception, qui au final, tu vois, on n'est même pas sûr qu'on voit les couleurs de la même façon, qu'on ressent les choses de la même façon et tout ça. Donc en fait, pour moi, toutes ces questions-là, elles sont vraiment... au final, si tu te concentres sur toi-même, bah, tu auras forcément quelque chose de complètement différent de quelqu'un d'autre. Et et tout le monde s'inspire. Il y a pas de création pure, ça n'existe pas. C'est toujours des cerveaux qui se font des arborescences, qui connectent des trucs qui existent déjà, mais c'est donc en fait c'est chaque cerveau, chaque réseau neuronal est en lui-même unique, un artiste, tu vois. Juste. Ah oui, c'est hier soir Thibaut, mon colocataire, qui a donc fait notre jingle. Et un grand musicien qui adore ça et son but c'est de jouer tous les instruments du monde. C'est un mec hyper intéressant qui là était en train de jouer hier soir un petit riff à la guitare électrique, voilà, et on était avec une autre copine qui était là hier soir en train de se regarder en disant mais c'est quelque chose ça, vas-y continue, c'est quoi? Puis il nous regardait en disant mais c'est forcément quelque chose en fait, c'est forcément un truc, c'est ou un riff de l'autre bout du monde que t'as entendu une seule fois, ou un truc qui passe tout le temps à la radio et ça te fait penser à 10 secondes de ce qui est passé à la radio, et puis tu le cumules avec un autre truc, voilà, en fait c'est effectivement, tout vient de partout, quoi. Ouais, ou alors c'était ton grand-père qui sifflait ça quand il était quand t'étais jeune, ou alors c'est les 3 premières notes de ta sonnerie de téléphone, enfin tu vois, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que ça peut venir de tout, de grave. Rien, de... Ouais, après je sais pas si tu as vu les vidéos de Seb Lafrite, mais il a fait des vidéos il a fait une vidéo ou peut-être 2 sur le sample. Ouais, de ouf. Et sur le fait qu'en fait, il lance à la fin un débat sur est-ce qu'il y aura une fin ? Est-ce qu'il y a un moment où tout va s'arrêter et où il n'y aura plus rien à créer parce que tout aura déjà été fait ? Et clairement, je ne pense pas, parce que déjà, dans l'évolution technique, il y a des milliers de choses à faire. On parlait tout à l'heure du téléphone. T'as un téléphone, tu peux faire 1000 choses. Et si t'as la chance d'avoir plus techniquement, tu peux faire encore plus de choses avec tout ça cumulé, mais dans l'idée, tu peux faire tout avec rien. Ouais. Et du coup, l'évolution technique plus les évolutions de pensée et les ouvertures d'esprit et le fait qu'on écoute, j'ai l'impression que c'est peut-être hyper généralisant de dire ça, mais on écoute de plus en plus notre nous intérieur. Enfin, en tout cas, quand tu scrolles sur Insta ou sur peu importe, tu te rends compte de plus en plus qu'il y a beaucoup plus de personnes qui mettent ça en avant, de santé mentale, de body positivity, de s'écouter soi en fait, de se trouver soi-même, de s'aimer soi-même et de faire avec qui on est et pour créer des choses cool. Voilà, donc je pense qu'effectivement ça ne s'arrêtera jamais parce que le monde n'arrêtera jamais de vouloir créer des choses. On est parti avec un bout de bois tapé sur une pierre, ça fait un rythme, et maintenant on fait des bœufs tous ensemble avec des instruments de ouf créés par des gens si talentueux. Ouais, mais en même temps on y revient aussi, tu vois, genre il y a aussi en même temps des gens qui prennent des pierres et des batteries et qui viennent faire des trucs hybrides aussi, carrément. Tu vois. Du coup, c'est aussi ça qui est vachement intéressant. Carrément. Et ben du coup, on peut finir sur ma question. Bah du coup, t'as parlé déjà d'un bouquin
Voilà, mais ma question de fin, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré récemment? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer? Qu'est-ce qui t'a un bouquin, un film, une série, un tableau, même une rencontre, une citation, une recommandation artistique à plein de niveaux. Putain, il y a trop de celle trucs. qui te vient, qui fait sens avec ce qu'on a dit ou pas, ou qui peut être juste un clin d'œil de fin. Un petit bisou. Waouh. Il y a beaucoup de choses. En ce moment, là, du coup, je suis en Sicile. Du coup, je viens de débarquer en Sicile Trop bien. pour y faire une résidence. Et donc, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent en ce moment. C'est assez fou. Ouais, il y a deux choses. Il y a une soirée qui s'appelle Disco Stress, qui est organisée par le frère de mon coloc, enfin bref, dans sa cave. Et en fait, il adore juste acheter des vinyles sans les écouter. Plus ou moins, il sait plus ou moins ce que c'est, mais il les écoute pas. Et après, il fait des soirées où il va juste mixer ses vinyles les uns après les autres. Mais en fait, c'est génial parce que du coup, même lui, il sait pas ce qu'il va jouer, mais du coup, c'est de l'improvisation sur une base de hasard, quoi. Enfin, j'aime trop. Je trouve ça vachement intéressant comme processus créatif. Ok. Du coup, ça, je trouve ça assez inspirant. Et après, sinon, là, je suis en train de lire un super livre qui s'appelle La philosophie du paysage. D'accord. Qui est en italien. Et j'ai oublié le titre de l'auteur, mais qui est vachement inspirant. Parce que du coup, ça parle de toute la... de comment est-ce que l'humain est venu inventer... cette notion de paysage comme une projection de sa pensée sur la nature, qui est de moins en moins nature, mais qui est de plus en plus paysage. Et donc, en fait, ça vient questionner notre relation avec le vivant, et comment est-ce qu'on vient le modeler, et comment est-ce qu'on vient le modeler, démodeler, remodeler, pour qu'à la fin, on soit complètement... aujourd'hui, on soit complètement même déconnecté, au final, de cette nature qu'on ne voit que en tant que paysage, que comme procédé, enfin que comme image au final, comme image picturale, plus que comme quelque chose de qui fait partie, dont on fait partie, qui est notre environnement et dont on n'est pas. Plus que comme du beau à regarder. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça vient, ça, c'est plus que, on a quasiment plus qu'un rapport esthétique. En fait, le paysage est né de notre projection. De l'esthétisme sur la nature, et du coup en fait c'est vachement intéressant tout ce parallèle là, parce que du coup ça questionne notre rapport à notre environnement, et donc et à quel point en fait on s'en détache et on porte un regard dessus qui est biaisé par notre rapport à l'esthétisme, quoi. Donc c'est hyper intéressant. D'accord, parce qu'on a envie de voir, parce qu'on... De toute façon, je pense que effectivement, tout ce qu'on voit, on en parlait tout à l'heure on n'a pas les mêmes visions, ça se trouve, mon rouge n'est pas du tout ton rouge, et c'est déclinable à l'infini. Mais effectivement, c'est chacun a son expérience. Ouais. Et je crois véritablement qu'on est plein de biais cognitifs, des biais surtout le biais de confirmation, parce qu'on est dans un... En fait, on s'enferme de plus en plus. Après, encore une fois, c'est très général, et j'aime pas faire ça, mais quand on passe énormément de temps sur Internet et sur les réseaux sociaux et sur des choses qui sont faites d'algorithmes, c'est une des parties du problème, mais le problème que je vois, qui est assez récurrent, c'est qu'en fait on s'enferme de plus en plus dans ce qu'on aime voir. Et du coup, c'est chouette, mais c'est chouette jusqu'à ce qu'on se rende même plus compte qu'on est enfermé dans ce truc-là, et qu'on ne voit que ce qu'on aime. Ouais. Alors que le monde, c'est pas ça. Ouais, clairement. Ce qui est intéressant dans ce bouquin aussi, c'est que, en fait, là, ça parle même, en fait, c'est presque encore plus, enfin, pas méta, mais plus, ça a encore plus de recul, parce qu'en gros, ça parle aussi, tu vois, de
la construction de cette réflexion autour du paysage et tout. Et en fait, ça part aussi sur l'étymologie de quand est-ce que ça a été créé et tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça coïncide de ouf avec notamment les débuts de l'ère industrielle et avec l'exode, en fait, l'exode rural où les gens, en fait, sont partis des campagnes pour aller dans les villes. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, c'est là où a été créé ce rapport-là au paysage. C'est-à-dire qu'avant, c'était un truc complètement, tu vois, soit c'était les terres cultivables, soit c'était paumé dans la nature, mais c'était pas du tout le même rapport. C'était quelque chose de beaucoup plus, tu vois, symbiotique et tout avant, ça. On faisait partie de la nature, en fait. Exactement, c'est qu'avant, on était nature. Donc, on n'allait pas... oui, peut-être qu'il y avait une belle feuille à l'automne, un beau tronc... Enfin, tu vois, des trucs assez intéressants, mais très ponctuels, on va dire, qui étaient capables de nous émerveiller, ou des insectes, ce genre de trucs. Et qu'en fait, comme on est parti après dans les villes, bah, on a eu un tout autre regard sur la campagne. Et du coup, on n'en faisait plus partie, en fait. On est venu s'en extraire. Et du coup, de ça est venu, en fait, ce rapport de la représentation et non plus du vivre de la présentation. Donc, en fait, à l'ancienne, ça a été la campagne à la ville. Là, pareil, c'est un parallèle assez intéressant avec les algorithmes et tout ça. Mais du coup, c'est intéressant de voir comment, aussi à échelle de société, en fait, on vient se créer des biais, mais qui sont du coup des trucs, comment dire, c'est un peu des effets boule de neige, mais du coup ça veut aussi dire qu'on peut, que ça évolue, que ça peut changer, que ça peut construire, pour donner une petite touche positive là-dessus, mais tu vois, voilà, qu'il y ait qu'en fait on est cyclique, on avance, tu vois, ça, les problèmes, on en crée des nouveaux, on en résout des anciens, et tu vois, ça avance comme ça, et on peut pas vraiment prévenir les problèmes de plus tard, mais en tout cas c'est intéressant de venir comparer aussi ces rapports cognitifs qu'on a entre le passé et le présent, pour aussi venir faire des ponts, en fait, pour se dire, ah tiens, attends, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, là on voit que le problème c'est le même mais placé sur autre chose, donc en fait ça peut aussi évoluer et tout, donc, ouais, grave. Donc ouais, ok, bah merci pour cette vachement intéressant ce bouquin, cette recommandation artistique. Avec grand plaisir. Moi, je vais vous parler pour finir, d'un bouquin de Elizabeth Gilbert. Donc, pour ceux qui connaissent Mange Prix M, qui a été repris en film, qui est génial. Mange Prix M est vraiment cool, mais Big Magic, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça parle de ton rapport à ton inspiration et au moment de création et au moment d'inspiration un peu magique, un peu tant recherché, et la peur de la page blanche, etc. Et il y a notamment un moment où elle parle du moment où, en gros, on est devenu un génie plutôt que d'avoir un génie. Ok. Et à partir du moment où les Bob Dylan et les Amy Winehouse et les Picasso et etc. sont devenus Picasso, il faut des génies. Picasso égale grosse merde. Il faut écouter le podcast qui s'appelle La Vénus s'épilait-elle la chatte, ou Vénus s'épilait-elle la chatte. J'ai écouté hier soir ce podcast sur Picasso et en plus la vidéo de Manon Bril. Ouais, gros manipulateur, pervers narcissique, moi, ouais, terrible. Et donc Big Magic, oui, et du coup, elle parlait justement parce que moi je l'ai écouté, ce bouquin. En gros, elle parle du génie et du fait que elle a rencontré quelqu'un qui était une poétesse, qui est décédée maintenant, mais qui était une poétesse et qui travaillait dans les champs à côté de ça, parce qu'à l'époque on n'en vivait pas. Même maintenant c'est un peu galère déjà, donc quand dans les fins du 19e, j'en parle même pas. Et voilà, et du coup il y a eu ce moment dont je me souviens où il y a cette dame qui explique à Elizabeth Gilbert que elle voyait vraiment les mots arriver dans sa tête, et qu'il fallait qu'elle court jusqu'à chez elle, jusqu'à son carnet pour noter les mots, et parfois même, elle avait mis trop de temps à arriver jusqu'à son carnet, c'est-à-dire que les mots lui arrivaient dans l'autre sens. Ok. Et du coup, elle avait juste chopé la queue du chat, et elle avait tout retiré,
Ah, c'est Et excellent. du coup, elle avait de Z à A son poème qu'elle réécrivait dans le bon sens, voilà, parce que tout lui venait d'un coup comme ça. Putain, c'est fou. Et c'est trop chouette. C'est une vision hyper comment dire, c'est une vision de toi qui dit que tu as un génie, tu as un petit bonhomme qui vient sur ton épaule pour te dire tiens, là maintenant tu as de l'inspiration. Mais il est pas tout le temps là. Je t'en apporte dans un panier d'argent. Et tu notes à ce moment-là parce que tu chéris ce moment avec le génie parce qu'il ne vient pas tout le temps te rendre visite. Ça, ouais. Donc quand il vient, tu lui ouvres la porte et tu lui dis bon bah c'est 3h du matin, j'ai envie de dormir mais tu es là. Donc on note maintenant. Un petit carnet à côté du lit et voilà, on le connaît bien ce carnet. Ouais, non, j'avoue, ça marche bien comme ça parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à imaginer, tu sais, l'inspiration, machin et tout, mais c'est vrai que y a des fois où t'as toutes les connexions, tout d'un seul coup s'allume et d'un seul coup ça va être ah ouais c'est vrai machin et tout, tout se connecte et c'est vrai que c'est sympa comme analogie comme ça d'avoir ce petit bonhomme qui vient de temps en temps et ouais c'est ça, tu viens, tu l'écoutes et il ne fait pas tout le temps partie de toi, donc ça permet aussi de chérir les moments et d'écouter et du coup d'une autre façon de t'écouter plus parce que du coup ça je pense que ça crée vraiment, et elle en parle pendant ce chapitre-là en disant que les gens qu'on a qualifiés de génies, je pense qu'ils sont tous, en majorité en tout cas, malheureux de ça, et pour d'autres raisons aussi, mais c'est des gens qui sont torturés parce que on en attend énormément d'eux en fait. Et à partir du moment où tu switches juste de mots en disant je ne suis pas un génie mais j'en ai un, j'ai du génie, ça change toute ta perception et de ta création, ton processus et tout, en disant j'ai de la chance, je l'écoute maintenant. Voilà, c'est comme si t'avais besoin d'aller aux toilettes et que tu t'écoutais pas à ce moment-là et que tu te disais oh bah, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Bah non. C'est pas possible, c'est là maintenant en fait qu'il faut écouter. Non mais c'est ça, tu vois. Et en vrai moi ces termes-là de génie ou de dire oh t'as trop de talent et tout, genre c'est des trucs moi qui souvent me titillent beaucoup et je suis en mode non tais-toi, dis pas ça, genre pas forcément quand c'est dit à moi, hein, ça m'arrive pas souvent, mais dans le sens où tu vois quand j'entends ces termes-là de génie, de talent, de trucs et tout, qui sont d'ailleurs beaucoup qui sont surtout beaucoup connectés à ce milieu de l'art et à d'autres trucs, quoi. J'aime beaucoup cette idée pour le génie, du coup, de transformer ça. Mais sinon, pour le talent, moi, j'aime bien. C'est ultra connu, hein, mais c'est ce truc. Je crois que c'est Brel qui disait ça, qui dit, moi, je trouve qu'il n'y a pas de talent, il y a que du travail. Et effectivement, en fait, c'est une alternance entre ces moments de travail, de conditionnement, où bah tu vas quand même venir travailler sur tes idées et tout ça, et ce moment où tu as le petit génie qui vient et qui vient te permettre en fait de tout connecter et de vraiment faire un sens dans tout ce que tu fais. Donc en fait c'est vraiment comme tu dis, c'est les moments entre l'inspiration et l'expiration. Entre l'inspiration où tu as les trucs qui viennent, qui se connectent, parce que l'inspiration c'est ça au final, c'est pas c'est des points qui se connectent dans ta tête quand t'es inspiré. C'est que tu fais ah putain c'est vrai il y a eu ça et ça, et après ben l'inspiration sans travail il se passe rien quoi. Donc en fait c'est vraiment oui, c'est une liste d'idées sur un carnet et c'est rien de plus. Non, c'est ce que t'en fais après qui est intéressant. Ce qui nous fait une super transition pour la deuxième partie du podcast que vous pouvez écouter dès maintenant. Alright, eh bien écoutez, moi j'ai fini les questions que j'avais. Merci pour ce moment qui était bien chouette. Merci à toi. Merci Antea pour ce Avec moment, c'était vraiment cool. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. On est complètement ouverte à des sujets de conversation diverses, à des thèmes pour des épisodes, à des questions que vous avez aussi, ou des débats que vous avez envie de lancer. On est tout à fait ouverte à ça. Vous pouvez mettre tout ça en commentaire.
Et si vous nous écoutez sur la radio ou sur Spotify, vous pouvez nous joindre sur l'Instagram de Autant Tenter et de Pourquoi pas Prod. De toute façon, on vous mettra tout ça dans la description. Vous pouvez nous contacter comme ça. Et on vous écoutera et vous répondra avec plaisir. Exactement. Merci Antea. Merci Léa, c'était trop cool. C'était trop cool. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode d'Hystériquement Vôtre. Et pour les petits chanceux comme vous qui avez écouté jusqu'à la fin, déjà on vous remercie beaucoup et on vous offre une petite surprise. Chanté par Léa Diane. I have a tan in January. I make 6 figures and I'm broke. Oh, the small getting so scary. And that sunset, what it sure puts on a show. As for my career, it moved the same pace as my car on the I-5 North at 4 p.m. to Burbank Boulevard. I can't remember if I'm stuck here, but I missed my exit long ago. L.A., can you believe I'm still here today? I went and settled right now, Tinseltown, and I don't think I'm going away. Where the talk is cheap and the sunshine is expensive, when I think I'll stay in L.A. I'm dropping names and making faces. I'm taking Foco by the pool. Someone says I'm going places in this tournament where no one knows the rules. Everybody's friendly, but I still don't have a friend. The ones I had got famous or left the game before the end. Well, it looks like I'm still standing. If I don't win, I'll just pretend. In L.A., can you believe I'm still here today? I went and settled right now in Tinseltown, and I don't think I'm going away. The talk is cheap and the sunshine is expensive. Well, I think I'll stay in L.A. Well, the rain is a bigger deal than the earthquake. I've been shaking from the start. Hollywood, you broke my heart. Where the pain becomes some method acting nobody can fake. I'm gonna be a star. I'm gonna be a star in L.A. Where the talk is cheap and the sun feels so good. Oh, I think I'll stay, at least for today. Well, I think I'll stay in L.A.